Bien, bonjour à vous, chers étudiants. Je rappelle que ce support de cours a été conçu dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en juin 2020. Il est adapté pour vous, les étudiants de première année de DUT Hygiène Sécurité Environnement. Vous en possédez les prérequis. Ce cours n'est absolument pas un cours d'électrotechnique ou d'électricité, c'est bien un cours de risque électrique par vulgarisation scientifique. Sorti de ce contexte, il perd complètement de son sens. De la même façon que pour mon précédent cours sur les équipements de protection individuelle, habituellement, ces connaissances sur les dispositifs de sécurité vous sont apportées en TP, avec des maquettes spécifiques qui présentent des défauts en électricité, des défauts qui sont maîtrisés par les dispositifs de sécurité. On continue de s'adapter à la crise Covid et on poursuit par cette séance à distance. Les objectifs de la séance sont que vous connaissiez les défauts, les risques et les dangers en électricité et que vous connaissiez aussi les moyens de maîtrise que sont tous les dispositifs de sécurité. Leur rôle, à quoi servent-ils, leurs symboles, et que vous soyez capable de les repérer, les identifier dans une armoire électrique. Je parle bien ici de défauts, de dangers, de risques et de maîtrise par des solutions techniques, des solutions actives. On est bien dans le HSE. Donc voici le plan de secours. Une première partie qui vous présentera les défauts en électricité. Ensuite, je parlerai des protections par fusible, puis des protections par disjoncteur à maximum de courant, et nous finirons par les protections différentielles. Première partie, donc les défauts en électricité. Alors, je parlerai ici de trois types de défauts: la surcharge, le court-circuit et le défaut d'isolement. Alors, premier type de défaut, la surcharge. En fait, la surcharge peut se produire, par exemple, ici sur une multiprise sur laquelle on a branché beaucoup trop d'appareils. Et elle conduit à quoi, cette surcharge? Elle conduit à un échauffement des conducteurs et à un risque incendie. Donc une surcharge, c'est lorsqu'une puissance trop importante est consommée. Cela peut arriver par exemple lorsqu'un moteur électrique est bloqué parce que ses roulements à billes sont défectueux ou que trop d'appareils sont branchés sur une même prise de courant. Des appareils plutôt résistifs, fours, bouilloires, radiateurs électriques, etc. Pour information, à la bibliothèque universitaire de Lorient, dans une arrière-cuisine, il y a déjà eu un début d'incendie suite à une surcharge. Les effets de la surcharge sont un échauffement de l'installation électrique et donc une détérioration de l'outil de production ou bien encore un incendie, voire une explosion. Les moyens de protection à utiliser contre la surcharge sont le fusible de type GL ou GG, un disjoncteur à maximum de courant ou bien encore un relais thermique que vous avez vu lors de l'étude du circuit de commande moteur. Il y a un deuxième type de défaut, le court-circuit. Un court-circuit, c'est lorsque deux conducteurs d'alimentation, en général la phase et le neutre, se touchent. Donc ici, le fil rouge, la phase, le fil bleu, le neutre, et vous voyez ici, je les ai dénudés au bout, c'est ce qu'on appelle un court-circuit. Ils auraient pu être dénudés à mi-parcours, hein. C'est en général ce qui se passe. Voici le schéma électrique. Donc on retrouve la phase à droite, ici en rouge, le neutre à gauche, et j'ai représenté ici la résistance de court-circuit. Cette résistance, c'est la difficulté qu'ont les électrons à passer de la phase au neutre. Étant donné qu'il s'agit d'un court-circuit, le courant qui va parcourir les conducteurs, on va l'appeler ICC, intensité de court-circuit. Alors, ICC, si on applique la loi d'Ohm, je répète, U égale RI, donc ICC est égal à V, la tension entre neutre et phase, que divise RCC.
ICC est donc égal à V sur RCC, RCC représentant la résistance de court-circuit. Encore une fois, la difficulté qu'ont les électrons à passer de la phase au neutre. Et là, comme les fils se touchent, cette résistance est très faible, étant vers 0 ohm. Et dans ce cas-là, ICC tend donc vers plus l'infini. Alors physiquement, cette intensité sera limitée, et une intensité de court-circuit en électricité, c'est plusieurs centaines d'ampères en fait. Donc plusieurs centaines d'ampères, les conducteurs fondent. On est bien sur un risque incendie et un risque d'explosion. Nous complétons toujours le tableau avec les différents types de défauts, leurs causes, leurs effets, les moyens de protection. Donc le court-circuit, c'est lorsque deux conducteurs d'alimentation se touchent, par exemple parce qu'un isolant est détérioré, ou bien encore qu'on a percé à travers les fils. Les effets peuvent être un arc électrique, un échauffement très important des conducteurs, voire leur fusion, et encore un incendie ou une explosion. Les moyens de protection sont un fusible de type GL, GG ou encore accompagnement moteur, ou bien un disjoncteur avec relais magnétique. Troisième type de défaut, le défaut d'isolement. J'ai représenté ici une machine, la phase d'alimentation, le neutre, et puis à l'intérieur de la machine, une résistance ou un enroulement de moteur. En vert, sur le schéma, ici, là, j'ai rajouté le défaut d'isolement. Je le représenterai en vert. Alors, ça peut être quoi, un défaut d'isolement? Ça peut être, par exemple, un objet métallique, une vis tombée dans la machine. Ça peut être un isolant qui est défectueux. Ça peut être encore des poussières conductrices ou bien de l'humidité. Si à l'intérieur de notre machine, il y a un défaut d'isolement, on comprend bien qu'une personne qui arrive et qui touche les parties métalliques accessibles de la machine, le carter de la machine, va subir un choc électrique. Je voudrais que vous reteniez la définition suivante d'un défaut d'isolement. Alors vous ne la trouverez pas dans le Larousse, c'est une définition avec mes propres mots. Mais retenez-la quand même. C'est un chemin pour les électrons entre la phase et les masses métalliques. Retenez-la et comprenez-la. Nous continuons de compléter le tableau de synthèse. Donc, un défaut d'isolement, c'est un contact entre une phase et une masse métallique, ou un chemin qui se crée entre une phase et les masses métalliques de la machine. Exemple, présence d'humidité dans la machine, qu'on a pu par exemple laver au Karcher. Les effets, ça peut être le phénomène d'élévation du potentiel de la masse qu'on étudiera en détail en deuxième année. C'est un risque d'électrocution et c'est aussi un risque d'incendie et ou d'explosion. Et les moyens de protection à utiliser, c'est la protection différentielle, donc soit un interrupteur différentiel, soit un disjoncteur différentiel. Donc j'espère à travers ces quelques diapositives que vous avez bien compris que selon le type de défaut qu'on va avoir, on n'utilisera pas le même dispositif de sécurité. Un fusible ne protégera pas une personne contre les risques liés à un défaut d'isolement, par exemple. Nous passons à la deuxième partie de ce cours, à savoir la protection par fusible. Le principe de fonctionnement d'un fusible, c'est la fusion par effet Joule d'un élément métallique, un fil très très fin. Ces deux fusibles ont une taille d'environ 1,5 cm et vous pouvez observer ici le fil très très fin à l'intérieur de la cartouche du fusible. Vous comprenez bien que s'il y a trop d'intensité à passer à travers ce fil, il va s'échauffer et par effet Joule, il va fondre et ouvrir le circuit.
Habituellement, le fusible est placé sur la phase, ici. Vous voyez bien sur ce schéma électrique que s'il y a une surintensité dans la phase, le fil très très fin à l'intérieur du fusible va fondre et encore une fois ouvrir le circuit. Et maintenant, la courbe de fonctionnement du fusible. En abscisse, on retrouve l'intensité, en ordonnée le temps et la courbe de fonctionnement. Bien, les fusibles sont placés dans des porte-fusibles. Voici ici un porte-fusible ancienne génération. On peut observer ici le fusible et les pinces à l'intérieur du porte-fusible. Voici maintenant un porte-fusible nouvelle génération. Toujours pareil, le fusible ici à l'intérieur du porte-fusible. La différence entre les deux, c'est le risque pour l'homme. Vous voyez qu'ici, les pinces du fusible sont accessibles à l'opérateur lorsqu'il change un fusible, alors qu'ici, ça ne l'est pas. On voit l'intérêt de l'évolution du matériel. Il y a plusieurs types de fusibles. Les fusibles de distribution, GL ou GG, qui sont de couleur noire, ce sont les plus courants, c'est ceux-là que vous trouverez. Il y a également des fusibles accompagnement moteur qu'on a sur notre maquette de circuit de commande moteur. Ces fusibles-là sont verts. En fait, ils permettent le démarrage du moteur. Au démarrage du moteur, il y a un pic d'intensité et ceux-là vont résister à ce pic d'intensité, ce que ne feraient pas des fusibles de distribution. Dernier type, les fusibles AD ou accompagnement disjoncteur. Ils sont rouges. J'en ai mis un ici. En général, vous ne les verrez pas, ceux-là. Ils protègent en fait les lignes électriques de votre lotissement. Ils sont dans un boîtier scellé chez vous. Je ne ferai pas les manipulations sur les fusibles. Ce que vous avez vraiment à retenir, c'est qu'un fusible doit être remplacé par un fusible de même type et ayant les mêmes caractéristiques, notamment en termes d'intensité nominale et de tension nominale. Si ce n'est pas le cas, la protection ne sera pas assurée. Bien, nous passons à la troisième partie de ce cours, à savoir la protection par disjoncteur à maximum de courant. Bien, alors le symbole du disjoncteur à maximum de courant, vous le connaissez déjà, c'est la croix et l'interrupteur. Donc ça, c'est le symbole du disjoncteur à max de courant. Il y a deux systèmes de détection. Un système de détection dit thermique contre les surcharges, que nous allons expérimenter dans quelques minutes, et un système de détection contre les courts-circuits. C'est une protection magnétique ici, mais nous ne pourrons pas faire le test aujourd'hui. Je ne rentrerai pas dans ces détails-là. L'expérience va être très simple. On va utiliser un disjoncteur avec une intensité de réglage de 2 ampères et ce disjoncteur va alimenter la bouilloire de 2000 watts que vous avez déjà utilisée en TP et cette bouilloire consomme une intensité de l'ordre de 10 ampères, donc on sera bien sur une surcharge. Alors on va utiliser deux multimètres. Celui de gauche, ce sera l'ampère-mètre. On verra une intensité de l'ordre de la dizaine d'ampères. Un voltmètre qui mesure ici la tension du secteur. Vous voyez, c'est 237 volts chez moi. Le disjoncteur de 2 ampères que vous voyez ici. Et puis un chronomètre. Alors c'est parti pour l'expérience. Donc nous sommes à 3 secondes. Vous voyez l'intensité ici consommée de 9 ampères à peu près, 224 volts. Et tac, ça vient de déclencher au bout d'une dizaine de secondes. L'intensité consommée ici par le montage était de 10 ampères, soit 5 fois l'intensité de réglage du disjoncteur. Et il a fallu malgré tout une dizaine de secondes pour qu'il déclenche. Donc il faut que vous reteniez ce temps de déclenchement relativement long
d'un disjoncteur à maximum de courant. Dernière partie de ce cours, la protection différentielle, avec une expérience dont je ne suis pas peu fier. Alors le principe de l'expérience est très simple. J'ai préparé un bécher avec de l'eau du robinet, donc de l'eau avec des minéraux, et c'est surtout de l'eau conductrice en fait. Une douille avec une ampoule, et puis j'ai une alimentation électrique. Le voltmètre sert ici uniquement à voir s'il y a de la tension ou pas. Et l'expérience va consister à plonger l'ampoule dans le bécher. L'ampoule va parfaitement s'allumer. En fait, les électrons arrivent de la phase, passent dans le filament de la lampe qui s'échauffe, ça éclaire et les électrons repartent par le neutre. Ça va fonctionner tout à fait normalement. Maintenant, étant donné que c'est dans l'eau, que l'eau est conductrice, il y a un danger. Et le danger, c'est ce qui fait mal, donc l'eau. Voici un schéma de l'expérience. Donc on retrouve la phase en rouge, le neutre en bleu et la lampe ici plongée dans le bécher. Je vous rappelle que l'eau est conductrice. J'ai représenté ici en vert un défaut. Je rappelle qu'un défaut, c'est un chemin pour les électrons entre la phase et ce que l'homme peut toucher ou la personne peut toucher. Donc ici, on a bien un défaut puisque l'eau est conductrice. Alors, vous comprenez bien que si une personne touche la surface de l'eau, il y a un risque d'électrocution. Voici maintenant une vidéo de l'expérience. Pour l'instant, vous constatez que le voltmètre est à peu près à 0 volts. L'ampoule est bien plongée dans le bécher et je vais alimenter. Vous constatez que je porte mes EPI. Alors, ce n'est pas une explosion. C'est ma caméra qui fait cet effet-là. L'ampoule fonctionne tout à fait normalement, on a 230 volts, et là, il ne faut surtout pas toucher l'eau. Pour protéger les personnes, nous allons rajouter un conducteur de terre, le conducteur jaune et vert, entre le danger, c'est-à-dire ici l'eau, et la terre. Que va-t-il se passer? Il va y avoir des électrons que j'ai représentés ici en rouge qui vont parcourir la lampe et repartir par le neutre. Et il va y avoir en plus des électrons de défaut que j'ai représentés en vert qui vont arriver par la phase, mais ici qui vont passer dans l'eau et fuir à la Terre. Il va donc y avoir davantage d'électrons à arriver par la phase qu'à repartir par le neutre. Et la protection différentielle va détecter cette différence de quantité d'électrons entre la phase et le neutre et ouvrir le circuit en quelques dizaines de millisecondes. Elle assure donc deux fonctions. 1. Détection de la présence d'un défaut. 2. Ouverture du circuit pour protéger les personnes. Voici maintenant une vidéo de l'expérience en reliant le danger, c'est-à-dire ici l'eau, au conducteur de protection lui-même relié à la Terre. Je mets sous tension la maquette. Vous voyez 230 volts sur le multimètre. L'ampoule s'est bien allumée, cela fonctionne correctement. Et muni de mes EPI, je vais relier le danger donc à la Terre. À ce moment-là, des électrons qui arrivent de la phase vont fuir à la Terre par ce conducteur de protection jaune et vert. Il y a donc davantage d'électrons à arriver par le conducteur de phase, le conducteur rouge, que d'électrons à repartir par le neutre. Cette différence est détectée par la protection différentielle qui ouvre quasi instantanément, en quelques dizaines de millisecondes, le circuit. Voici les deux fonctions de la protection différentielle. 1. Détection de la présence d'un défaut d'isolement en détectant la présence d'un courant de fuite à la Terre. Et 2. Ouverture du circuit en quelques dizaines de millisecondes. Pour que cela fonctionne correctement, donc pour assurer la protection des personnes contre le risque d'électrocution lié à un défaut d'isolement, il faut trois conditions. La première est d'utiliser une protection différentielle.
La seconde est que les masses métalliques, le danger, doit être relié à la Terre par le conducteur de protection jaune et vert. Et la troisième, c'est que la résistance de Terre doit être inférieure à une valeur limite que nous verrons en deuxième année. Bien, cette vidéo tire à sa fin. Vous ne vous en rendez sans doute pas compte, mais moi, elle m'a pris une quinzaine d'heures. Alors, ce que vous avez à retenir, ce sont les trois types de défauts. Les défauts de type surcharge, les défauts de type court-circuit et les défauts d'isolement. Ce sont les défauts d'isolement qui peuvent entraîner l'électrocution. Vous devez aussi avoir bien compris la différence de protection entre les fusibles, les disjoncteurs à maximum de courant et la protection différentielle. Encore une fois, seule la protection différentielle va protéger les personnes d'un risque d'électrocution. Bien, maintenant, retour au DS pour vous. Sur cette partie, en lien avec cette vidéo, je vous demanderai de me fournir une synthèse des dispositifs de sécurité et je vous pose deux questions. De quoi protège une protection différentielle et quelles sont les conditions pour qu'elle fonctionne correctement, c'est-à-dire qu'elle protège efficacement les personnes. Bon courage, vous aviez une heure, vous avez largement le temps. Si vous rencontrez la moindre difficulté, je suis sur Discord. À bientôt.